Ça se passe à peu près 150 ans après Picard. Ça. Mm. Il n'y a personne qui en parle dans Picard que genre là, il y a une anomalie énorme là, qui est en train de se développer dans un coin de la galaxie. Là. Personne check ça. Bah, peut-être que ça se développe lentement. Peut-être que l'expansion s'accélère brutalement aussi. Ah, peut-être. Est-ce que Picard c'est canon? Ah, il m'emmerde! Galaxy Pop. Et bonjour, bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Trek Analyse. Analysons la saison 3 de Star Trek Enterprise. Salut Thierry, comment ça va? Salut, bah ça va super. J'ai pas de Blue Dwayne, mais j'ai pris de la bière sans alcool. Ah, santé. Moi je bois du panaché ce soir de chez Carrefour. Oh là là, Voilà. ce bruit. C'est super, super radiophonique. Vous qui nous écoutez sur les ondes de Galaxy Pop ou nous regardez sur YouTube sur la chaîne Star Trek pour les nuls. Et salut Sean, comment vas-tu? Salut, moi j'ai mon coca habituel. Mais ça fait longtemps que j'ai pas vu un panaché. Il faut l'avouer. C'est vrai? Ouais. Il y a du panaché au Canada? Pas vraiment, là. J'en ai pas trouvé. Ouais, voilà, ici, ça là, m'étonne. honnêtement. Mais il faudrait peut-être que j'aille. Il y a des petites épiceries qui importent. C'est des petites épiceries françaises qui importent du stock français. Donc peut-être que je pourrais aller là-bas me trouver un panaché. Et payer ce panaché. Ouais, que 6 dollars le chaque, pack tu de sais. 24 est à 2 euros. Tu dois le payer 24 euros, toi. Ouais, et surtout que c'est jamais de la, tu sais, c'est jamais de la vraie marque. Ils importent toujours du, tu sais, du Carrefour, du Leader Price, tu sais. Et après tu payes ça super cher. C'est les surstocks. Hein. Ce soir, on se retrouve pour parler de l'épisode 18 de la saison 3, Azeti Prime, qui s'appelle, en version française, Le plan. presque. C'est débile. C'est débile. Il s'appelle Intrigue, au pluriel. Ouh. Intrigue. Ok. Diffusé pour la première fois le 3 mars 2004, pardon, et se déroulant de manière internaliste. On n'a pas la date exacte, mais probablement janvier 2154. Mais avant cela, pardon, juste, je voulais voir avec vous deux. Vous avez vu, ça y est, il y a Que faisiez-vous le en janvier 2154, en mars 2004. Non, en janvier 2154. Je ne sais pas. Et vous avez vu, il y a le film, c'est pas Discovery, c'est Section 31 qui a commencé. Ça y est? Oui. Michel. Oui. Non, rien à dire là-dessus. Ok. Ok, vu. Non, le tournage, pour ceux qui sont pas au courant, le tournage a démarré il y a quoi, une semaine peut-être. Donc Michelle Yeoh, effectivement, elle a pris son rôle. Puis ils font plus de mini-séries là-dessus, ils font plus de séries, et plus de, c'est vraiment un film. Ça va être le premier film Star Trek qui va sortir en streaming. Ça va être sur Paramount Plus, la maison de tout Star Trek, sauf Prodigy. Sauf Prodigy. Alors, au niveau timing, je précise qu'on enregistre le 7 février. Exactement, j'allais le dire. Donc ça a démarré tout début février 2124. 2154. Non, mais moi, ça m'a jamais attiré ce projet. Donc, à la limite, qu'ils en fassent un téléfilm plutôt qu'une série, ça me fait gagner du temps parce que j'aurais qu'un seul truc de 2 heures à regarder plutôt que toute une saison. Voilà, mais je sais même pas si ça intéresse encore des gens. Je pense que ça marchait parce que ça avait été annoncé dans la foulée de la saison 2, si je dis pas de bêtises, de Discovery, où la section 31 avait un gros rôle dans la saison. Donc du coup, ça collait, quoi. Mais là, le timing, il est passé depuis longtemps. On est 5 ans plus tard. Il n'y a pas grand monde qui a l'air d'être passionné par la section 31 Discovery. Donc voilà, ils le font parce qu'il l'avait annoncé, quoi, mais j'ai un peu l'impression que c'est le truc. Parce qu'il avait annoncé que Michel a eu Everything Everywhere All at Once.
Oui, ça, qu'il a, ça qu'il a porte, remis sur le devant de la scène. Oui, c'est Ouais, ça aussi. il va y avoir des abos sur P+. on a eu, on a fait une conversation là-dessus avec un ami Starfleet Sohail, là, puis l'une des choses qui me donne un peu plus confiance en ce projet, c'est que Michelle Yeoh est encore là. Euh, Elle est comme dans une espèce de renaissance, tu sais, dans sa carrière, là. Elle est revenue, puis je pense que elle, puis les gens qui travaillent avec elle, ses agents, etc., la laisseraient pas faire un projet qui du moins sur papier, vaut pas la peine, quoi. Ouais, qui ferait retomber sa Ouais, carrière. Ouais, je donc, vois. Ouais. donc je pense qu'il y a au moins ça, il y a au moins une lueur d'espoir là-dessus. Et ma deuxième chose, c'est que même si je ne suis pas le plus grand fan de la section 31 ou l'univers miroir, etc., j'ai pas besoin d'avoir des projets complets là-dessus. Je trouve que un film, c'est quand même un bon format. Ça permet de, ça permet de faire un film plus baston, plus sombre, et d'attirer un plus grand public sans nécessairement faire que ce soit ça qui représente Star Trek. Ouais. C'est Et ça, puis la c'est la différence. première fois qu'on aura un film non centré sur l'Enterprise et non centré sur son équipage. Donc c'est bien. Et moi Ouais. je suis comme Thierry, hein, c'est ce que j'arrête pas de dire sur le Discord. Le fait que ce soit un film, voilà, ça va. Vu que ça. Enfin, je suis désolé, un procès d'intention, mais ça va être nul, on le sait. Mais Ah, voilà, on voyons arrive, donc. on aura 1h45 de film, bon, voilà, et puis ça peut pas faire de mal, quoi. Et J'espère qu'ils vont le faire de 3h38 juste pour t'emmerder. punaise, je ne le regarderai pas. En termes de format, c'est vrai que je suis plutôt d'accord avec Sean, l'idée d'avoir des téléfilms Moi, je trouve Star ça Trek. cool. Je pense que c'est une bonne idée. Parce que je lis beaucoup, alors c'est pas forcément un reproche que je partage, mais je lis beaucoup un reproche sur les séries feuilletonnantes Star Trek, c'est que ça serait des téléfilms étirés sur trop longtemps. Donc effectivement, si on prend le même genre d'intrigue, mais sur 1h45, ça peut peut-être plus marcher par rapport aux gens qui ont cette critique-là. Après, voilà. Mais je pense que ça peut être intéressant d'avoir peut-être plus de... Je sais pas. En plus, le fait que ce soit pas un film ciné, il y aura peut-être moins de budget, il y aura peut-être moins de pression au niveau du budget. Ça laissera peut-être plus de place à la créativité, faut voir. Ça fait longtemps, ça n'existe plus maintenant. Ben, techniquement, c'est encore en cours, mais on n'en entend plus jamais parler. Mais la série Sherlock, que la BBC avait produite, faisait des saisons de genre 3-4 épisodes, mais des épisodes de 1h30. Et j'ai trouvé ça intéressant comme format parce qu'essentiellement, c'est quasiment comme un mini-film à chaque fois, puis t'es pas obligé de t'encombrer avec 10 épisodes ou quelque chose comme ça. Puis je pense presque que quelque chose comme Picard aurait mieux marché en 3 films d'1h30 que les 3 saisons qu'on a eues. Et la saison 3 de Star Trek Enterprise en un film, ça aurait été nul. Ouais, il y a trop à dire. Il y a dans trop, la ouais, c'est saison trop 3 étiré. d'Enterprise. Il faut. Ouais, t'aurais perdu des... Ben, l'arc de rédemption de, j'allais dire de Kirk, de Archer, ne peut pas fonctionner Non, en c'est ça, 1h45, t'aurais 2 perdu... heures. Bah regarde, ils ont essayé de le faire avec Thorin dans le Hobbit, puis ça marche pas. Quoi? Ah, j'ai pas vu le film. Ouais. Ok. Mais tout à fait. Bien, donc Intrigue. Il a été réalisé par Alan Crocker, qui est un réalisateur de télévision qui a travaillé sur beaucoup de séries diverses. Sur Star Trek, il a fait du Deep Space Nine, du Voyager, il a fait 13 épisodes de Enterprise, notamment The Xindi, hein, le premier de la saison 3, à l'époque où je ne citais pas les réalisateurs, et Zero Hour, le dernier de la saison 3. Mais il a également travaillé sur Firefly, sur Andromeda, sur A Segment Earth, donc des séries proches du comment il s'appelle, le créateur de Star Trek, Gene Roddenberry. du Roddenberryverse. Et il a travaillé aussi sur Battlestar Galactica. Il a d'ailleurs réalisé 2 épisodes, Bastille Day de la saison 1 et Résistance de la saison 2, qui étaient des épisodes particulièrement notables, qui se passent dans des prisons, les deux. Bon, bref. Et à ce jour, c'est le seul réalisateur à avoir réalisé 3 épisodes finaux
de Star Trek, puisqu'il a fait Endgame, What We Left Behind, et c'est la question du soir, comment s'appelle l'épisode final de Star Trek Enterprise? These are the voyages. T'es sûr? Un truc comme ça. Un truc comme ça. Et toi, Sean, tu dis quoi? C'est vrai. J'ai dû trop mal le prononcer. mais- These are the voyages. Ouais, C'est j'ai ça le que droit t'as de dire dit. la même réponse, me semble que c'est ça. Tu dis la même chose? Ouais, je pense que c'est Rien? These are the voyages. ça. Ouais, avec autant de Z. 5 Z, s'il te plaît. La réponse en fin d'émission, comme J'avais d'habitude. absolument oublié qu'il y avait cet épisode et qu'il y avait Riker dedans. Dans ma tête, le dernier épisode, c'était l'espèce de double épisode pourri qui est juste avant avec Trip et... Terra Prime. ouais, quelque chose comme Je crois ça. que c'est Terra Prime. Le terroriste sur la Lune, là. Ouais, il me semble que c'est un Merde truc comme comme ça, là, ça. c'est Je crois que abominable. c'est C'est Terra bon, Prime. Ouais, oui, ils font un enfant à Ouais. Trip et à Trip. Ok. Au scénario, nous avons Rick Berman, Brannon Braga, pardon, et Manikoto. Donc les trois, le showrunner et les deux scénaristes principaux. Donc vu l'équipe, on a un gros épisode qui est en arrivée. C'est Surtout vu le titre anglophone, hein, puisque je l'avais mentionné quand on avait traité l'épisode, mais dans l'épisode 14, Stratagème, Degra mentionne Azati Prime comme l'endroit où l'arme est construite. Donc l'épisode s'appelle par le nom de la planète où l'arme est construite, c'est que ça va déménager, quoi. Et c'est un épisode relativement bien noté sur les forums francophones, puisque sur la communauté francophone de Star Trek, il est noté 7,75 sur 10, et sur Ultime Frontière, 7,29 sur 10, ce qui donne une moyenne de 7,52 sur 10, à savoir Azati Prime, Intrigue, est le démarrage d'un mini-arc dans l'arc. Pour le coup, c'est un épisode qui se termine sur un cliffhanger assez monumental et qui est lié très fortement aux deux suivants. Et d'ailleurs, les deux suivants seront mieux notés sur les forums tous les deux. Celui-là est l'un des mieux notés sur IMDb, avec 8.5. Ah bon? Ouais. Ok. Rapport positif sur les forums, et après je vous demande vos avis. Azati Prime, enfin! Ou alors de superbes effets spéciaux encore jamais vus dans Star Trek. Et négatif, un épisode qui embrouille encore plus l'esprit que cette saison qui n'a aucun sens. Attends, j'ai fait un copier-coller, mais qu'est-ce qu'il a voulu dire? Bon, on voit à peu près. Où on sent que l'intrigue avance, mais c'est vraiment le seul point positif de ce premier volet. Qu'est-ce que t'en as pensé, Sean? Bah, contrairement à celui qui a laissé ton commentaire, là, moi j'ai regardé la saison les yeux ouverts. Parce que lui semble. L'âge des mecs de 2012. Il semble regarder la série au complet, les yeux fermés ou alors le dos à la télé, je sais pas. Il est correct cet épisode. Je trouve que les intrigues, comme ils ont nommé cet épisode, non, les intrigues sont intéressantes. Je trouve que ça avance bien. Je trouve qu'on a une espèce de continuité de l'arc de Archer qui vaut le coup. Ouais. Je trouve qu'il y a de l'action. Ouais. Je trouve qu'il y a beaucoup d'acteurs qui font très très bien leur job, là, surtout tous les indies différents. Ouais. Non, moi j'ai pas de problème avec cet épisode. C'est un bon épisode. C'est un épisode qui peut-être, comment dire, il a pas vraiment de personnalité, dans le sens où je pourrais pas vraiment m'en rappeler spécifiquement de comme c'est l'épisode de, je sais pas moi, la planète violette avec des champignons. Si on devait inventer un épisode là, lui c'est plus un épisode qui fait vraiment avancer l'histoire, mais c'est un épisode qui représente la saison 3 Ouais. d'Enterprise.
Et toi, Thierry? Moi, je me suis éclaté. Je me suis régalé. J'ai été tellement pris dans l'épisode que j'ai pris quasiment aucune note. Ah oui. Par contre, qu'est-ce que C'est tu as en pris fait comme capture d'écran? on arrive dans la partie de la saison où je me rappelle quasiment de plus rien dans les épisodes, donc je l'ai un peu redécouvert. Et ouais, alors pour un épisode qui n'est qu'une partie d'un mini-arc, c'est un épisode très complet. C'est-à-dire que l'histoire évidemment n'est pas complète, mais en fait c'est ce que je m'en suis rendu compte en écoutant Sean, c'est-à-dire que il y a de tout, il y a de l'action, il y a de la continuité de l'intrigue, il y a de la réflexion, il y a du développement de personnages, il y a un peu de tout dedans en fait, et ça marche super bien. Et on voit aussi là les merveilles que permettent la 3D. La 3D d'Enterprise qui commençait à être plus développée, qu'ils osaient plus utiliser que dans les séries précédentes, parce qu'il y en avait beaucoup dans DS9 et Voyager, mais là c'est plus poussé, et ils s'en servent bien pour faire des trucs qui pour moi fonctionnent. Il y a un passage, j'ai un peu spammé les captures d'écran parce que ça m'a éclaté, je me souvenais plus du tout qu'il y avait ça et je me suis régalé. Et voilà. Ok. Et je suis là avec le cliffhanger de la fin là, et moi je suis je suis comme un fou, je peux voir T'es la dégoûté suite. quand t'as su que ce soir on enregistrait qu'un seul. Oui, désolé. Non mais c'est pas mal, ça va faire une bonne expérience de devoir attendre. Ouais, tu vas la prochain. vivre Mm. comme à l'époque. Hein. Tu vas devoir Oui, attendre une ce semaine. que je n'ai jamais fait, hein, parce que j'ai binge-watché toutes les séries Star Trek quand je les ai vues, donc Voilà. Eh bien, je vous propose de démarrer. Quelque chose à dire, c'est bon? Scène numéro 1. L'épisode s'ouvre sur l'Enterprise arrivant dans un système solaire. Un bon gros soleil rouge lui fait face. Archer, sobre et déterminé, ordonne la vitesse demi-impulsion. T'Pol scan, beaucoup de vaisseaux Xindi dans les environs. Reed indique de nombreux satellites. Tout semble confirmer que l'on est au bon endroit. Archer ordonne de cacher le vaisseau derrière un planétoïde et à ce moment-là, un convoi Xindi passe dans les scanners de l'Enterprise. Ah! Coup de bol! C'est le vaisseau de Degra. À bord du vaisseau Xindi, ce qui est très rare, hein, un changement de scène d'action en pré-générique, à bord du vaisseau Xindi, Degra et d'autres Xindi sont en train de trinquer à la création de l'arme qui servira à détruire la Terre. Générique. Voilà, une petite accroche politique. Non mais ouais, ça va péter, on le sait. Voilà. On enchaîne ou des trucs à dire sur cette ouverture? Juste un petit truc qui m'a marqué parce que je voulais faire une capture d'écran d'ensemble des Xindi. J'ai pas pu parce qu'ils sont filmés ils sont cadrés sur les visages en fait. Ouais. Les caméras leur tournent autour et il n'y a aucun plan d'ensemble. Pourtant le décor est là, il y a un décor complet et tout. Et je pense il a dû faire ça pour que ça soit plus immersif, je sais pas. Parce qu'on soit pris dans le mouvement, mais ça fonctionne. Tout l'épisode est cadré épaule. Archer, les Xindi, tous. Là, on peut apprécier, je sais pas s'ils ont particulièrement fait des efforts sur les maquillages, mais je trouve que les maquillages des Xindi, là, du coup, on les voit bien grâce à ça. Et ils sont vraiment réussis, je trouve. T'as remarqué à nouveau Sean, les trous sous les yeux? Ils sont toujours là. Oui, non, mais le maquillage est très bien, puis les acteurs sont très bons aussi, parce que jouer c'est difficile, mais jouer en plus avec toute cette tonne de maquillage, dans Star Trek en plus. Ça dépend. Ça dépend quelle série. Ouais, non, avec toute la tonne de maquillage qu'ils ont sur la gueule, ça doit pas être évident, honnêtement, d'essayer de faire paraître des émotions. Scène numéro 2. Retour à bord du vaisseau de Degra. Le conseil lui rend visite et comme d'habitude, les arboricoles et les primates sont agréables entre guillemets et montrent de la gratitude envers Degra pour son travail. Mais
le reptilien est Tandax et il annonce réserver sa gratitude uniquement pour lorsque les humains seront annihilés. Donc on démarre direct avec un rappel, comme à chaque épisode où les Xindi apparaissent, un rappel qu'il y a des tensions entre les Xindi. Pas d'insectoïdes dans cet épisode. C'est bizarre. On a leur vaisseau, on a leur voix, mais on n'en voit pas. C'est le budget, Je pense c'est que le CJ. Ouais. Ouais, c'est ça. On a choisi entre... On avait soit une planète océan, soit des Xindi. Ouais. Bon, bref. Scène numéro 3. Retour sur l'Enterprise. Reed, T'Pol, Tucker et Mayweather montent un plan avec le capitaine afin de passer les défenses du système. Vu la complexité du système et le fait de ne pas pouvoir le désactiver, il est décidé qu'une équipe ira avec la navette Xindi. On avance. Scène numéro 4. Dans la navette, Tucker et Mayweather s'entraînent à piloter le machin. On a droit à une blague à la Independence Day avec marche arrière, marche avant. C'est Mayweather qui fait boum. Oh, oups, désolé, j'ai confondu l'avant et l'arrière. Ça m'a fait sourire. Ouais, bah là c'est un peu différent, mais ils ont trouvé l'arrière avant de trouver l'avant. Ouais. Voilà, c'est bon. Ça, c'est un truc, je sais pas si j'en avais déjà parlé, mais il y a un truc qui me perturbe dans les films américains, c'est que très souvent, quand quelqu'un qui ne sait pas conduire prend une voiture, il enclenche la marche arrière par erreur. Et j'ai du mal à comprendre comment c'est possible. Alors, j'ai jamais conduit de voiture américaine, mais pour moi, quelqu'un qui... Alors après, oui, ils ont des boîtes automatiques, donc c'est plus dur de caler, mais pour moi, quelqu'un qui ne sait pas conduire et qui essaie de conduire une voiture, il cale, quoi. En tant qu'Européen... Voiture automatique, tu caleras pas, c'est impossible. Ouais. Mais le problème, c'est qu'il y a très clairement écrit un D pour drive, puis un R pour reverse. Et t'as 4 réglages, là. T'as genre neutre, D, R, puis je sais plus ce que c'est, là. T'en as pas beaucoup, là. Fait que pour te tromper, et moi, la voiture, parce qu'on a la voiture automatique, mais on a la voiture manuelle aussi qu'on a acheté ici. La voiture manuelle qu'on a acheté ici, pour la mettre en marche arrière, dans le fond, c'est la première, mais il faut que tu remontes le petit ping. Fait que ça, pour se tromper en faisant ça, tu sais... Ça, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Pour quelqu'un qui n'a aucune idée de comment ça marche une voiture, je pense qu'il la trouverait jamais, en fait, la marche arrière. C'est parce que c'est un truc cinématographique. C'est je pars à droite, eh ben non, je pars à gauche, et il se passe quelque chose de visuel que juste poum. C'est un peu décevant, je pense. Mais du coup, ouais, c'est rigolo. Par contre, je trouve intéressant qu'ils galèrent à trouver comment ça se pilote. Ouais. C'est une technologie extraterrestre. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'il n'est pas fait avant. C'est très étrange dans la navette. Mais bon, je comprends, tu peux pas passer un épisode à setup ça sans le payoff dans l'épisode, c'est compliqué. Mais ouais, c'est cool qu'ils aient besoin d'étudier le fonctionnement pour comprendre, quoi. Il y a des fois, même dans Star Trek, hein, même dans les vieilles séries, des fois ils prennent des trucs extraterrestres. Ça passe, c'est bon, pas de problème. On sait comment le pilote. Alors quand c'est un truc romulien, tu te dis bon, ils ont dû étudier l'ergonomie romulienne, machin. Quand c'est un truc que t'as jamais vu avant, ouais. Surtout qu'ils n'ont pas Miles O'Brien pour faire fonctionner. Parce que Deep Space Nine, il y arrive très bien. Enfin, il galère, mais il y arrive. Scène numéro 5. De son côté, Hoshi essaie de construire un traducteur automatique Xindi insectoïde. Et T'Pol vient lui mettre un coup de pression sans aucune raison apparente. Je sais pas si vous avez capté. Elle vient la voir, on voit Hoshi en train de s'énerver parce que c'est compliqué. Hein, en même temps, oui, c'est compliqué, hein, vas-y. Et T'Pol, elle vient la voir, elle dit bon, faut terminer là, ils en ont besoin pour leur vaisseau. Et ah oui, merci, ça va. T'Pol, je sais, je suis en train de travailler dessus. Et t'es là, mais pourquoi elle fait ça, quoi? Bon, c'est T'Pol. Scène numéro 6. Archer visite Mayweather et Tucker. Allez-y, prenez des infos et revenez. Et si vous ne revenez pas, les infos seront inutiles. Donc,
En gros, il appuie sur le fait qu'il faut survivre et que ce n'est pas une mission suicide. C'est cool. Et c'est parti. Scène numéro 7. La navette s'en va. Mayweather galère un peu à la faire voler droit, mais finit par y parvenir. La navette s'en va vers son but sous le regard inquiet de tout l'équipage. Le voyage a à peine commencé qu'une patrouille Xindi tombe sur Ticker, j'ai marqué, sur Tucker et Mayweather. Mais grâce au traducteur d'Oshi, Tucker explique qu'ils ont eu un souci de vaisseau, mais que tout va bien. C'est réparé maintenant. Vous avez vu, c'est une petite référence à Star Wars. Et vous, ça va chez vous? Sur ce début, sur cette scène-là, il y a un petit truc que je trouve qui n'était pas nécessaire. C'est pas grave que ça y soit, mais la petite blague sur oh là là, on a foncé sur l'Enterprise sans faire exprès. Puis Archer qui fait une petite blague, genre vous paierez les réparations, je sais plus ce qu'il dit. Ce sera retenu sur votre paie. Voilà. I'll send you the bill. J'ai trouvé ça un peu inutile. Ça nuit pas à l'épisode, mais bon, c'était pas, on aurait pu s'en passer, quoi. Ça apporte un petit peu de légèreté et ça remet un coup sur le vous reviendrez. Du coup, je vous enverrai la facture parce que tu vas revenir. Je sais pas, c'est peut-être moi. Je l'avais pas vu ça. Non, tu l'as pas vu comme ça, toi? Non. D'accord. On a l'occasion, vous le voyez s'afficher à l'écran, la navette Xindi. Voilà. Qui est jolie, hein? Ça, c'est la navette de Degra, je crois. Ah, mais c'est le vaisseau de Degra. La navette, elle est plus loin dans les captures. Je crois. Ah, punaise, mais il y avait plein de captures. Bah oui, mec, tu le sais. Ils ont tous Il n'y supprimé. a pas de capture. Donc voilà la navette. Voilà, j'espère que vous l'appréciez parce que vous allez avoir souvent, on la voit tout le long de l'épisode, on la voit dans l'air, dans un vaisseau, sous l'eau, sortir de l'eau, rentrer dans l'eau, etc., etc. Mais bon, elle est très jolie, elle est toujours cinématographique. Le conseil Xindi dont on n'a pas parlé, voilà. On a le primate et l'arboricole qui sont deux acteurs très récurrents. Ouais, peut-être que je les aurais notés leur nom pour le prochain épisode. J'aime bien les deux. Et le reptilien qui n'est pas membre du conseil, si j'ai bien compris. Celui-ci. Oui, en tout cas, il ressemble pas à à un des deux qu'on a l'habitude de voir. Il est beaucoup plus massif, celui-là. D'accord. Lui, c'est celui qui mettait la pression, non, la dernière fois pour les livraisons, non, sur la planète où on rencontre des gras, non? Ah, peut-être. Enfin, je l'ai pas reconnu si c'est le cas, mais c'est possible. Waouh. Je sais pas. Écoute, je voudrais pas dire que tous les reptiliens se ressemblent, putain, mais... Mais non, je ne les reconnais pas, malheureusement. On les voit trop peu, hein, pour... Mais... mais... ok. Bon, il a l'air d'être un peu le patron de la sécurité dans le coin, on va dire. Bien. Donc la navette s'en va, c'est parti, et ça sera pour plus tard ça. Ok. Scène numéro 8. Sur l'Enterprise. Oh! Un scan a lieu depuis la surface de la Lune, les cachant. Après un contre-scan, il y a une station sur la Lune, abritant 3 formes de vie Xindi. Archer, le cœur lourd, ordonne la destruction du complexe avant qu'il ne soit à portée de comme des vaisseaux. Waouh! On est à 10 minutes d'épisode, même pas. Et on a la prise de décision bien lourde, bien dure d'épisode. C'était Moi, cool. je suis pas d'accord avec cette décision. Ah ouais? Dis-là en partant, là. Pour donner du contexte à ceux qui... J'imagine que tout le monde qui nous regarde a quand même vu l'épisode, mais pour se rappeler des faits, là, globalement, cette station, elle peut pas scanner ou communiquer avec la planète tant qu'elle est sur la face cachée de la Lune, globalement. Tu sais. Elle arrive à scanner ou à communiquer juste dans un sens. Et ils disent clairement qu'ils ont 4 heures avant que cette station-là reprenne la communication avec la planète. Fait qu'il avait 4 heures pour penser à faire quelque chose. 4 heures pour parler avec eux, débarquer là-bas,
Il n'était pas obligé de les tuer. Il aurait pu les... il aurait pu les capturer ou les enfermer. Il aurait pu juste dans leur système de communication. Ça aurait même été peut-être plus intelligent de les avoir sur place ou d'avoir quelqu'un sur place, Oshi sur place, qui puisse traduire puis renvoyer un message pour pas qu'ils perdent le contact sur la planète. À moins que vraiment cette base-là soit plus loin dans l'espèce de security field dans lequel ils ont passé avec la navette tout à l'heure. Mais je pense qu'il y avait sûrement un autre moyen de gérer ça là, que juste de l'exploser cash. Ça me paraît intense, puis ça me paraît risqué en plus. Là. Risqué, oui. Alors, Moi, je me suis dit... effectivement, c'est bizarre parce de qu'on tirer. va le voir plus tard, hein, que ça leur porte préjudice quelque part. Mais alors, pour les 4 heures, Ils avaient 4 heures pour agir. alors non, ils pourront communiquer dans 4 heures, mais ça ne veut pas dire qu'Enterprise avait 4 heures pour agir. Parce que la planète continue son orbite, là elle est à portée de l'Enterprise, mais peut-être que dans 2 heures elle sera plus à portée de l'Enterprise. Que l'Enterprise va devoir manœuvrer, ce qui risque de la révéler aux autres, par exemple. Et de toute façon, ils savent pas combien de temps ça va prendre à Trévis et tout, donc ils peuvent pas se dire non plus 4 heures, allez on s'en va. Et surtout, il n'y a pas que l'enjeu de Trévis et Trip, pas Trip. Enfin bref, ils sont partis faire leur truc, mais ils ont le but c'est de faire des actions une fois qu'ils savent où est l'arme. Donc de toute façon, ils ont besoin de beaucoup plus de temps que 4 heures. Ce qu'ils auraient pu faire, c'est envoyer une navette avec une troupe de Mako qui débarque et qui prennent prisonniers les 3. Effectivement. Moi j'ai un peu l'impression qu'ils ont autre chose à penser à ce moment-là et qu'ils ne veulent pas prendre de risques parce que là ils sont au bout du truc. Moi j'ai trouvé intéressant qu'il n'y ait pas de débat. Il y a T'Pol qui dit bon, Archer il dit non on y va. Et honnêtement, là pour moi c'était la décision la plus logique à prendre parce que ils prennent moins de risques. Ils envoient une torpille terminée. D'accord, il y a 3 Xindi qui meurent. Mais ils sont là pour sauver des milliards de formes de vie, quoi. Donc, et tous les autres plans, toutes les autres alternatives, pour moi, elles comportent un risque. Et notamment, il y a un risque, c'est que ils ont peut-être des navettes qu'ils auraient pu envoyer. Ils ont peut-être des véhicules au sol qu'ils auraient pu envoyer de l'autre côté en ayant une navette au cas où. Tu vois, il y a plein de trucs qui auraient pu arriver. Là, ils leur laissent pas le temps de réagir. Ni de tenter quoi que ce soit, ils les détruisent et au moins ils sont certains que ça ne sera pas détecté avant 4 heures et que même dans 4 heures, quand il n'y aura pas eu de contact, parce qu'on imagine que s'il y a un cycle comme ça de période de communication, il doit faire un check à chaque fois, donc tu sais très bien qu'au bout de 4 heures, quelqu'un va envoyer des vaisseaux pour vérifier pourquoi il n'y a pas eu de contact. Mais au moins ils savent que ces 4 heures, ils les ont sûr de sûr. Ok. Voilà. Pragmatique. J'ai vu ça comme dans les films d'espionnage. Tu sais, quand t'as le garde qui est au mauvais endroit au mauvais moment. Et t'as le mec qui est... Bon, ben, je le tue, tant pis. Pragmatique aussi. Mais ouais, je sais pas. Tout se défend. Moi, je l'ai perçu comme ça. Hein. Ça les faisait chier de le faire, mais Oui. c'était la meilleure solution. Mais de toute façon, enfin voilà, on n'allait pas voir. Ils n'avaient pas le temps d'en débattre, quoi. Là, c'est pas le genre de moment... Enfin... Après, peut-être qu'ils auraient pu faire un épisode entier là-dessus, quoi. Mais c'est pas le genre de moment où tu vas dans la briefing room et tu te dis alors qu'est-ce qu'on peut faire, quelles sont les alternatives, machin. Donc, dans le contexte où ils sont, et le fait que c'est un vaisseau du 22e siècle, ça se comprend. Ok. Scène numéro 9. À bord de la navette, Tucker et Mayweather trouvent un peu de chémocyte, mais pas suffisamment pour être l'arme qu'ils cherchent. Après un peu plus de recherche, il semble que la navette doive plonger sous un océan pour trouver l'arme. Et oui, comme l'a rappelé Dragor il y a fort longtemps dans Star Trek pour les nuls consacré à Planet of the Apes, si un vaisseau est fait pour empêcher l'air de sortir, il n'est pas forcément fait pour empêcher l'eau d'entrer.
Bien vu, bravo, Tucker avait raison. Il y a sous l'eau une énorme sphère. L'arme a été trouvée via de super beaux CGI que je vous montre à l'écran. Tu te souviens avoir parlé de ça, Thierry? Oui, je m'en souviens, oui. Et oui. Et là, en plus, c'est cool parce qu'ils se posent la question. Et ils disent, tu sais, tu te souviens, on avait trouvé que la coque était vachement renforcée, machin, je sais plus comment ils tournent ça. Mais ils se posent la question du est-ce que le vaisseau il peut aller sous l'eau? Ouais, il peut aller dans une géante gazeuse, bon, ça se tente quoi. Au niveau des effets spéciaux, je trouve très cool la scène quoi. Elle est... Dans son entièreté, ouais. Ouais, il y a l'espèce de petite queue de scorpion là qui se replie. Déjà avant, on voit le complexe par transparence dans l'eau. L'entrée dans l'eau est super réussie, très dynamique, machin. Puis après, même au niveau de la direction artistique, quoi, je trouve que les décors sous-marins, ils sont vachement bien imaginés, ils sont bien placés. Je trouve que ça fonctionne à fond, quoi. On a plein Alors de oui, on voit que c'est de la Xindi 3D, marins. mais bon. On a plein de Xindi marins, moi ça me fait triper de les voir. Il y en a partout, avec des armes. Ou, enfin, j'ai l'impression que ce sont des armes parce qu'ils les ont pas ultra détaillés parce qu'ils font que passer. Mais chouette, ouais. Ouais, très chouette. Oui, ça grouille, il y a des vaisseaux dans tous les sens, il y a des poissons, ça marche à fond, quoi. Ok. Scène numéro 10. De retour à bord de l'Enterprise, Tucker indique que les Xindi en sont à la fin de leurs travaux. L'étoile de la mort, la sphère Xindi est destructible, d'après Reed. Il peut faire une explosion qui créera une réaction en chaîne. Mais apparemment, c'est un aller simple. La personne qui ira faire péter ça mourra sûrement. Mais Weather, sans la moindre raison valable, se porte volontaire. Moi, je suis OK. Mais Archer, non. Ce sera lui qui le fera. Comment ça, sans la moindre raison valable? C'est juste le seul mec qui sait piloter le truc. Mais Bah ouais, c'est pas une raison valable. bah non, parce que l'Enterprise, lui, c'est pas une mission suicide, il doit revenir. Donc il faut un pilote de l'Enterprise. Je suis désolé. Non, il y en a aucun. Il y a limite Reed, mais c'est tout. Mais bon, qu'ils envoient Mayweather, moi, il n'y a pas de problème. C'est vraiment. La décision. Moi, j'ai bien aimé justement qu'il soit celui qui apprend à piloter la navette Xindi. Oui. Parce que ça lui donne quelque chose à faire en fait. C'est un truc que je trouve dommage avec Mayweather. Alors toi, ça t'arrange parce que tu l'aimes pas, mais moi je l'aime bien et je suis toujours un peu triste qu'il ait si peu de choses à faire dans la série, quoi. Je ne l'aime pas parce que il ne fait rien. Et justement, là, pour lui rendre grâce et honneur, il fait plein de trucs. Il confronte Archer un peu plus tard, ce qui me plaît beaucoup. Enfin, je trouve que dans cet épisode, il est super cool. Mais après, oui, non, cette truc, c'est un aller simple. Oh, c'est moi qui y vais. Et puis après, c'est Reed ou c'est... Non, c'est Tucker qui dit non, c'est moi. Et Archer, il dit non, c'est moi. Bon. Je me suis fait la même réflexion que toi, là. Je pense à ta petite pique Star Wars. C'est vrai que ça fait très Star Wars, quoi. Tu vois le truc. Alors, faut passer dans le tunnel, là. Si t'arrives au milieu, tu dois tirer dessus. Ouais, mais par contre, ça prend une direction qui n'est pas du tout la même par la suite. Je me rappelle plus comment ça se passe dans les épisodes suivants. Mais en tout cas, sur cet épisode-là, pour l'instant, ça prend pas cette direction, quoi. Après, il y a un côté logique. Une sphère, comment tu l'as fait péter? Bon, tu l'as fait imploser. Bon, c'était vraiment plus une blague. Hein. C'était pas, je ne taxais pas Enterprise de plagiat. Non, mais tu as la petite scène de briefing avec la petite animation en vectoriel, comme dans Star Wars, sauf que dans Star Wars c'est un hologramme, quoi, tu vois. Mais et T-Paul dans le rôle de Mon Mothma. Sa numéro 11. Se rendant dans sa cabine, Archer se retrouve à bord de l'Enterprise J. Ça faisait longtemps. Bah oui, en fait, c'est la seule fois où on le voit. Donc, Daniels l'accueille et lui annonce la bonne nouvelle par le hublot. Archer et Daniels observent une bataille spatiale. Coupure pub. Ça doit péter les couilles, la voir ce gars-là débarquer dans ta vie une fois de temps en temps. C'est comme... Est-ce que vous avez vu
Il a un peu cette réaction en plus. Hein. Tu sais, quand il comprend qu'il est plus sur l'Enterprise, je crois qu'on le voit de dos, il a un espèce de mouvement d'épaule, là, puis il se retourne vers Scully. Oh shit, here we go again. Est-ce que vous l'avez vu, le passage? J'ai 3 captures. Non, la transition, non. La transition, non. Alors moi je me suis dit, mince, j'ai pas été attentif ou quoi. Non, en fait, il n'y a pas de transition. En fait, il se retrouve face à une cloison qui n'est pas sa cloison. Donc en fait, je sais pas, c'est cool. C'est sur le changement de plan, ouais, c'est dans la logique, je pense. Je n'ai pas vérifié, mais je pense que c'est à peu près ça. La bataille spatiale. Ouais, on va parler un petit peu de cette bataille avant de continuer. L'Enterprise J, tiens, on peut quelques mots sur l'Enterprise J. On le voit là dans le fond d'écran de la capture. Immense vaisseau. Moche. Et on est 400 ans dans le futur d'Enterprise, donc 2500. On ne sait pas, écoute, peut-être que c'est la mode. La mode est moche. La mode est moche. J'aime bien le fait qu'il soit pas aérodynamique. C'est normal, c'est dans l'espace. Voilà, justement. Mais après, oui, je suis pas hyper fan. Ouais. Mais dans le lore, il me semble que il est biologique à moitié, d'après ce que je comprends. Dans le lore, de toute façon, après Voyager. Ouais, mais dans Voyager, ils ont les gel packs. Mais il me semble qu'il y a des parties de ce vaisseau, Enterprise J, qu'ils ont fait pousser. Et que c'est la norme dans le futur de faire pousser des parties de vaisseau, etc. Il me semble. Est-ce que c'est vegan? Ça doit pas être canon, ça. Alors, voilà, peut-être que ça l'est pas. Je sais pas s'il y a plein beaucoup de trucs canon là-dessus. En même temps, canon, on sait rien du tout de ce vaisseau. Mais par contre, moi, j'avais vu des rumeurs comme quoi il fallait prendre des télétransporteurs pour aller d'un pont à un autre tellement ils étaient immenses, des machins. Ça, c'est con, ça. Comment? Je trouve ça con. Je pense qu'il doit y avoir les manuels techniques, peut-être qu'il y en a qui sortent, tu sais. Dans les dossiers officiels ou un truc comme ça. Je sais pas si ça existait encore les dossiers officiels à cette époque. Si, sûrement. Ouais, bah oui, sûrement des choses comme ça, ouais. Puis Star Trek Online a dû mettre son grain de sel, à mon avis, aussi. Ils n'allaient pas se priver d'un vaisseau du turfu. Non, et puis on voit à quel point c'est immense. Le J est en pleine bataille. Pas une seule seconde, ils ont des secousses, ils sont jamais. Ils n'ont pas l'air inquiétés, ouais. Pas du tout inquiets. Bon, Daniel, il sait comment ça se termine, donc ça va. Mais Archer, il s'en fout. Ramène-moi chez moi, s'il te plaît. Ouais. Donc, scène numéro. Est-ce que c'était le dernier? Est-ce que c'était le dernier Enterprise, le J, du coup? Parce qu'il faut se dire, vous avez vu Discovery ou pas? La fin, je sais plus si vous avez vu récemment. Oui, c'est pas dans Picard qu'on voit des nouveaux Enterprise. Attends. Il n'y a pas d'Enterprise. Ah oui, dans la saison 3 de Discovery, c'est encore plus loin. Ouais, parce qu'éventuellement, il y a The Bond, là. Et donc, du coup, genre, la fédération n'existe plus. Et donc, du coup, ils arrêtent de produire des Enterprises à date, là, de ce qu'on a vu. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi t'es fâché? Arrête d'être fâché. Bon. Alors, établissons un truc, soyons d'accord. Discovery, c'est pas canon. C'est bon. Ben, ça l'est. C'est pas une question d'opinion, malheureusement. Que ça te plaise, ça te plaise pas, ça l'est. Si toi, tu veux acheter Star Trek, puis être le boss, toi, puis décider de ce qui est, ce qui n'est pas canon, tu le feras. Okay. Je vais vendre mon magasin de chaussures. Il va enlever ce que vaut la franchise beaucoup de actuellement, chaussures. ça ne va pas être beaucoup plus. Hein. Il va enlever Nilix. Non, Nilix, je le garde. Bon, Mayweather. Ouais, il enlève des personnages n'est plus canon. spécifiques. Quand tu lances les nouveaux Blu-ray updatés, t'as comme une boîte noire par-dessus, tu sais, Travis. Un deepfake. Non, ou alors je fais comme EA, tu sais, je brouille certains personnages, vous devez donner un peu plus, acheter un DLC pour pouvoir avoir le personnage. Ah mon dieu. C'est pay to finish. C'est pour vous. Comme Cats. Mais c'est encore... Non, attends, Discovery, c'est 800 ans dans le futur de Discovery. Donc c'est encore à peu près 200 ans après. C'est 2000... Discovery, la saison 3, là, c'est comme en 3189. D'accord.
Fait que c'est Oh, mais loin, c'est loin, vachement loin, plus loin loin, encore loin, que là. loin, C'est loin. c'est 500 ans encore plus loin. Fait que là, on parle de... Ouais, là, quand il dit 400 ans dans le futur, il parle de 400 ans depuis là où ils sont avec Archer actuellement. Ouais, Il parle pas de 400 ans 2154. de Picard. Oui, là, donc tu sais. ils sont en Donc, il y a- 2600 et quelques. Ouais. Ok. Et donc, il y a encore 500 ans de plus, quoi. Donc, c'est peut-être pas le dernier. Peut-être qu'il y a eu un Enterprise K, L, M. Désolé. Ok, Bien. puis The Burn, c'était en 3069. Donc, ouais, il y a encore 400 ans, encore. Ouais, 600 ans même. Ok. Bon, après, voilà, ils sont partis très, On très, n'aurait pas très, pu les prévenir, Daniel, pour le burn d'ailleurs. Fais chier celui-là. Pardon. Mais non, il est C'était mort. pas ça sa mission, chacun ses missions. Il a pas eu le temps, il est mort. Mort en début d'Enterprise en plus, Daniel, ça. C'est ça? Je sais plus. Bref. Scène numéro 12. Toujours à bord du J, Daniels indique à Archer que l'étendue delphique s'étend désormais sur 50 000 années-lumière. L'espèce qui a créé les sphères se prépare à une invasion. La bataille qui a lieu sous les yeux d'Archer sera gagnée par la Fédération, comptant dans ses rangs les Iténites. Est-ce que tu sais ce que c'est un Iténite, Thierry? Non. Non. Sean? Non. Il est en train de chercher sur mémoire. Non, je suis en train de calculer des choses. J'ai un commentaire là-dessus. Par contre, il dit que les Klingons font partie de la Fédération. à un moment. J'y viens après. Attends. Ok. Fais pas tout. Attends. Non, je suis juste en train de... Dans le fond, là, juste pour être sûr, là, cette espèce de bataille qui se passe devant Daniels, elle n'existe pas. Ou elle fait partie d'une réalité alternative si on avait laissé les Xindi gagner, en fait. Ou non. Non. Ou c'est supposé se passer Non, parce absolument. que les Xindi font partie de la bataille et elle sera gagnée grâce à l'alliance de la Fédération. Ok, donc c'est supposé se comprenant passer globalement Klingons et les Xindi. en 2500 ou en 2550, un truc comme ça. Mm. Quoi Donc qu'il ça se arrive, passe- ils arriveront à cette bataille. Ça se passe à peu près 150 ans après Picard. Ça. Mm. Il n'y a personne qui en parle dans Picard que genre là, il y a une anomalie énorme là, qui est en train de se développer dans un coin de la galaxie. Là. Personne check ça. Bah, peut-être que ça se développe lentement. Peut-être que l'expansion s'accélère brutalement aussi. Ah, peut-être. Est-ce que Picard c'est canon? Ah, il m'emmerde, lui. Les Iténites, vous ne les voyez qu'une seule fois dans Star Trek, c'est dans TOS, dans l'épisode Babel. Et ouais, t'es ce sûr. sont des personnes de petite taille, toutes peintes en jaune. Ah oui, d'accord. Ah, Parce ouais. que sur le coup, je me suis dit, mais c'est quoi un Iténite? Donc j'ai commencé à chercher sur Internet et c'était ça. C'est Et en effet, voilà, il Journey confirme. to Babel, c'est ça? Journey to Babel, Ouais. ouais, avec le double meurtre. Non, il n'y a qu'un seul meurtre. Et il confirme que les Klingons, dans ce futur, font partie de la Fédération. Apparemment, les créateurs des sphères également savent que la Fédération gagne cette bataille. C'est pourquoi ils ont convaincu les Xindi que les humains étaient une menace. Il faut qu'Archer convainque les Xindi que l'humanité n'est pas une menace. Et pour cela, Archer doit survivre. Archer est pas content, il veut mourir, bordel! Daniels lui donne alors une médaille Xindi ayant appartenu à l'ancêtre d'un membre d'équipage du Big G. Mais ça ne suffit pas à Archer, il a décidé qu'il mourrait, il mourra. On rentre donc dans un délire à la Terminator, avec des gens du futur qui disent à des gens du présent que dans le futur, des futurs alliés sont en fait des futurs ennemis. Alors du coup, les gens qui sont des futurs alliés ennemis, ils vont dans le futur pour s'apercevoir qu'on a menti, donc ils retournent dans le passé pour dire la vérité. Et c'est super cool, parce que là, je viens de faire exprès de grossir le trait, de dire ouais, c'est débile. Et en fait, cette conversation, je la trouve très chouette. Moi, je trouve que c'est un peu une apogée aussi dans la série. Parce que d'ailleurs, je crois que j'ai pris la capture d'écran avec la phrase. Quand Daniel se dit oui, il y a un Xindi, il y a des Xindi qui servent à bord de l'Enterprise G. C'est-à-dire que c'était. On a vu un peu toutes les étapes. On voit Archer qui trinque avec un Xindi. On voit Degra qui commence à avoir des remords dans l'épisode où il l'avait capturé et
où il l'avait trompé là avec la navette. Et là, on apprend vraiment que les Xindi vont collaborer totalement avec les humains et tout le reste de la Fédération, et qui feront partie du vaisseau amiral de la Fédération dans le futur, quoi. Et donc on a complètement retourné le truc du début de saison, où les Xindi c'était des méchants qui voulaient tuer les humains, c'est pas bien, et il faut les détruire parce que c'est des méchants. Et là on est sur, on va collaborer ensemble au point qu'on se retrouve sur le même vaisseau amiral de la même flotte. Voilà. Moi, je suis ça fait super partie content. pour moi de la beauté de cette saison. Pour les personnes qui ont la référence. Moi, je suis super content. Ça me fait très plaisir de savoir qu'un jour, les Xindi feront partie de la Fédération. Et ça m'attriste quand même encore parce que, bah, du coup, dans les séries suivantes et les films, on n'en voit jamais de Xindi. On C'est voit même dommage. pas les Tellarites, fait que tu sais, On voit pas de Tellarite. on voit personne. Bref. Bah, c'est un peu le truc que toutes ces espèces qui ont été un peu oubliées dans les séries précédentes Enterprise, mais se passant dans le futur. Enterprise a mis un point d'honneur à un peu réhabiliter tout et rétablir tout ça. Et c'est dommage que, alors c'est le cas pour les Andoriens, mais c'est vrai que, et pour les Tellarites, mais c'est dommage que pour les Xindi, effectivement, les séries qui se passent dans le futur, comme les dernières saisons de Discovery et puis Picard et tout ça, n'en ait pas profité pour en montrer ou en montrer plus, parce que s'il y en a eu, ça m'a pas marqué, je les ai pas remarqués. Peut-être dans le fond quelque part. Non, il y a beaucoup plus de Tellarites puis d'Andorian, surtout dans Lower Decks. Ils font un effort pour montrer ça. Ils montrent aussi l'espèce orange là, avec les 3 bras, Arek, là. Oui. Qui est dans, mais non, les Indies, ça m'a pas marqué. J'ai pas. C'est dommage. Hein. Ouais, c'est Bon, parce moi, que je pense que. Je sais pas comment expliquer ça. Sans aller revisiter spécifiquement la saison, j'ai l'impression que le souvenir lointain que tu gardes en tant que Trekkie de ce qui s'est passé avec tout ça, c'est que les Xindi ont perdu une guerre puis ils sont morts. Tu sais, genre, ils sont plus là, globalement. C'est ça le souvenir que tu as, c'est comme on a battu les Xindi, c'est fini. Du coup, t'as pas vraiment une urgence pour les ramener. Mais effectivement, cette scène-là, justement, justifierait leur présence. Ouais. Peut-être dans Legacy, on peut y croire. Ou dans Academy. Ce serait marrant d'avoir des Xindi dans Academy. Il y a un Xindi dans Prodigy. Cool, bien joué Prodigy. Ouais. La seule série canon. Scène numéro 13. Dans les couloirs de l'Enterprise, Archer et T'Pol papotent. Archer est toujours en pulsion de mort et T'Pol essaie de le convaincre de ne pas faire ça. Petite blague au passage sur le fait que T'Pol ne croyait pas au voyage dans le temps jusqu'à sa visite de Detroit. Archer insiste, ce n'est pas de gaieté de cœur qu'il fait ça, mais par manque de temps. C'en est trop, T'Pol craque et crie « Je ne veux pas que vous mouriez !» Ça y est, on a T'Pol qui pète un boulard dans cet épisode et c'est son démarrage avec cette scène. Qu'est-ce que déjà cette pulsion de mort là d'Archer, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il prend pas le temps de réfléchir à des trucs Ok, bon, on a ce fameux timer dans 4 heures, la base lunaire n'envoie pas de signal, donc il va se passer quelque chose. Ils savent qu'ils vont être découverts bientôt, mais il a plein de membres à bord de son équipage qui essayent de lui proposer d'autres solutions. Il a Daniels qui lui dit ne fais pas ça. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Moi, je trouve ça très dommage et très étrange parce que certes, il est. Enfin, non, pourquoi? Non, tout le monde s'en fout. Bah, moi, je pense que c'est pas tellement qu'il veut mourir, hein. C'est juste qu'il veut détruire cette arme. C'est un peu son obsession depuis le début de la saison, hein. Il veut empêcher la destruction de la Terre. Il veut pas sacrifier quelqu'un pour le faire, parce qu'il a trop sacrifié de gens déjà. Et ça, il le dit. Et donc, si quelqu'un doit le faire, c'est lui. Et voilà. Non, j'ai pas de problème avec son obsession, entre guillemets, comme tu dis, là. Je suis un peu surpris par le fait que, tu sais, il est très pressé de retourner dans son temps. Quand il parle à Daniels, ce qui
Ce qui est un peu incohérent parce que si tu comprends un peu comment le voyage temporel marche, c'est vraiment pas important. Tu Il peux est prendre le temps que totalement. tu veux. Mm. T'es pas obligé de te presser. Au contraire, reste, apprends des choses. Pour le coup, repose-toi, bois un coup, mange. Tu sais, ça te donne un répit, puis tu peux repartir en forme. Tu vois ce que je veux dire, genre? Ouais. Fais des Euh, pompes. ouais, fais des pompes, mange une tarte au pacane, quoi. Mais Mais c'était pas un problème qu'on avait vu avec Ouais. Petit, l'épisode avec Détroit aussi, où il y avait un souci avec le truc du voyage en temps, où Ouais, ils sont pressés. tu sais, genre le temps qui s'écoulait dans le futur, ça décalait leur arrivée dans le passé, ce qui était très bizarre. Et Et en fait, ouais, mais il y par a un contre, petit souci j'ai avec ça. réfléchi à ça. C'est en fait les Xindi. Ah ben non, en fait j'ai tort. Non, ouais, laisse tomber. Ouais. Ouais. Voilà. Non, mais c'est très étrange. Moi, cette pulsion de mort, je suis pas convaincu. Je comprends pas. Mais bon, voilà. Et ben, on reviendra sur c'est T-Paul sa dans mission. quelques instants. On lui a donné cette mission. Et il a quand même un sentiment de culpabilité sur le nombre de gens qu'il a envoyé à la mort ou les choses qu'il a faites. Je pense que il veut mettre fin à cette mission. Il comprend et il conçoit qu'il va mourir. Je pense pas qu'il veuille spécifiquement mourir, mais je pense qu'il veuille mettre fin à la mission. Il veut que ça Oui, s'arrête. tu parles Puis il veut que ce de soit, pulsion de mort. il Ouais, veut que ce soit pardon. lui, il veut que ce soit lui qui le fasse. Ça c'est réglé. On n'en parle plus. Je pense que c'est surtout ça. Ouais, je suis d'accord avec Sean. Toi, tu parles de pulsion de mort, mais moi, j'interprète pas du tout comme une pulsion de mort. Non. C'est pas qu'il veut mourir, c'est qu'il veut détruire cette arme à tout prix, quitte à en mourir. On va en reparler avec la scène numéro 15, mais d'abord, scène numéro 14. Chez les Xindi, ça se dispute parce que les reptiliens veulent de nombreux vaisseaux pour défendre, mais ça demande beaucoup de ressources. Le reptilien n'en démord pas. Une fois la Terre détruite, il veut éradiquer tous les humains. Mais le téléphone sonne, c'est l'annonce de l'avant-poste qui ne répond plus. Le reptilien se retire. L'arboricole en profite pour se rapprocher de Degra et lui dire qu'il le trouve préoccupé. Degra avoue alors que la première arme a tué 7 millions de vies. La nouvelle arme détruira une planète entière. Donc ouais, il a les boules de tuer autant d'innocents et d'enfants. Mais l'arboricole essaye de le reconcentrer. On fait ça pour l'avenir de nos propres enfants. Mais Degra alors se demande comment est-ce qu'ils se souviendront d'eux. C'est une magnifique scène qui peut faire écho à beaucoup de choses. On peut parler de la bombe atomique ou de... C'est le seul exemple que j'ai noté, parce que c'est le seul truc qui m'est venu sur le coup. Mais très chouette. Oui, Degra oui, totalement. Degra qui Ouais, nous a jamais au final été présenté hein, comme un super méchant, machin. Il a toujours été dès ses premières apparitions. Bah non, ses premières apparitions non, parce qu'il est dans une réunion et tout, mais assez rapidement, dès qu'on le voit, il est c'est surtout humanisé, quoi, entre c'est guillemets. surtout dans l'épisode où ils l'ont capturé et qu'il est humanisé en fait. Mm. Parce qu'avant, il y avait le truc avec la chémocyte là, où il était pas spécialement sympathique. Avec Ça Rajin. ça restait assez neutre, mais Avec voilà. Rajin, il essayait de la défendre ou je sais plus quoi, non? Quand il l'amène devant le conseil à la fin. Ah, peut-être. Peut-être pas, hein, peut-être que je dis des bêtises. Mais ouais, c'est dans l'épisode où il l'interroge dans la navette là. Et ça rejoint un peu des trucs qu'il a dit hein, dans la navette. J'arrive pas à me rappeler si ça va plus loin ou pas, mais au moins ça rétablit ça. Et ça, je trouve ça très utile, enfin très bien qu'il l'humanise. Ça va mener à des trucs, je pense, si je me souviens pas très bien, mais il me semble que ça va mener à des trucs dans les épisodes suivants. Et c'est aussi bien de voir un peu comment l'autre s'arrange avec sa conscience pour justifier l'injustifiable en fait. Et comme tu dis, c'est des choses qui arrivent très bien aux humains, aux humains actuels et passés. J'espère pas aux humains du futur, mais bon, on verra. C'est vraiment cool. Quelque chose à dire, Sean? Non. Sur Degra le gentil? Je pense que Thierry
a bien dit ça. Ok. Je l'ai C'est toujours, l'heure. je l'ai toujours pardon. aimé, Degra. Pas juste le personnage, mais je trouve que c'est pas une mauvaise personne en soi, c'est un contracteur, quoi. Il fait son travail. C'est quand même un le mec, sa vie, c'est de développer des bombes. Hein, mais bon, mais oui, il obéit. Après, il pourrait se dédouaner. Hein, au final, Il y a des... il n'est pas celui qui tire sur la gâchette. Il est la gâchette. Ouais, Peut-être peut-être que je devrais pas dire que je l'aime, parce que peut-être que ça se fait pas, mais Non, bah, après, il est non, si. pour rester on va dire, le contexte du cinéma en ce moment, c'est-tu le Oppenheimer des indies, ce gars-là? On va révéler la réponse. Vous aviez tous les deux répondu These are the voyages et moi j'ai marqué juste These are, mais oui, en effet, c'est bien ça le nom du dernier épisode de Star Trek Enterprise. Et ça y est, Thierry marque son 5e point, mais ça ne suffira pas à rattraper les 7 points de Sean. C'est une course, attention, qui gagnera. On continue. Qu'est-ce que vous en aviez pensé de These are the voyages? Il est nul, hein, cet épisode. C'est incroyable. C'est pire fin possible. Moi, je l'avais aimé. Tu es toujours, dès que je dis A, tu dis B, toi. Ouais, ben, je vais dire B. Non. Je vais dire B, je m'excuse. Honnêtement, là, je comprends pas pourquoi les gens le détestent autant. Je trouve que les 2 épisodes qui viennent avant sont bien pires que ça. Non, mais ça, on s'en fout des épisodes d'avant. Les épisodes finaux. Je ne trouve pas que de montrer Enterprise en hologramme enlève à la série Enterprise. Au contraire, je trouve que ça rajoute à de la validité et que ça donne de l'importance à qui ils sont et à ce qu'ils ont fait aux yeux de l'univers et de Riker, parce que du coup, on a des officiers comme Riker il a beaucoup de talent, très professionnel, mais il va consulter leur voyage. Et je trouve que c'est un honneur, en fait. Voilà. Merci, Sean. Voilà. Et je peux pas dire mieux. Et ça et maintenant, je vais dire... Enterprise comme spin-off tertiaire de TNG. Je suis pas d'accord avec ça. Dans tous les cas, tout est un spin-off de TOS, dans tous les cas. Donc, du coup, voler comme tu veux, c'est un monde de spin-off. Là. Mais comme là, on a Discovery qui est un spin-off de TOS. Spin-off de The Cage. Mais on a genre Strange New Worlds qui est un spin-off de Discovery, qui est un spin-off de... Tu sais, c'est comme au bout d'un moment, c'est bon. T'sais. Non, moi je trouve que c'est ça. Puis je trouve aussi, je suis déçu maintenant que Jonathan Frakes prenne la position générale du fandom en disant qu'il trouve ça insultant comme épisode. Parce que j'en sais rien, mais je pense pas que c'était son avis initial. Je pense que maintenant, il s'est juste aligné avec l'avis général du monde, mais je pense que quand ils ont tourné ça, ils ne le voyaient pas de cette manière-là. Sinon, le connaissant, je pense pas qu'ils l'auraient fait. Ok. Bon, j'ai pas... moi, je trouve juste que ça fait un peu trop... allez, on range les jouets, on passe à autre chose. Mais c'est ça qu'il faisait aussi. Hein. Ouais. Mais de toute façon, les finales de série... celui de Deep Space Nine, je l'ai pas du tout aimé à l'époque. J'aime bien. En général, il est acclamé celui-là. Endgame, j'aime bien. Ok, mais t'as tout un peu trop rapide. Il est pas bon, ce gars-là. Endgame, il est pas bon. Il sait pas ce qu'il dit. Il aime ce qu'il faut pas aimer, puis il aime. Tu sais. Non. Moi, j'aime Endgame. Ouais. Je trouve que trop rapide. Ouais, mais je trouve ça dommage qu'on voit jamais, du coup, notre monde à la maison. Je sais que c'est le voyage qui est important, c'est pas la destination, mais j'aurais bien aimé voir la destination, là, tu sais. Genre, poum poum, 2 feux d'artifice, c'est fini, là. Bon. Et le final de TNG, tu l'aimes bien? Bah, non. Je sais pas, il est effacé par les films, il est effacé par la série. Ils ont eu un final, ils ont fait un deuxième final, un troisième final, 3 finales, on a compris. 5 finales. Et du coup, en soi, ouais, quand je suis arrivé à la fin, je me suis dit, la première fois, je me suis dit quand même, waouh, c'était chouette et intense, quoi. Mais maintenant, il a perdu de sa superbe, quoi. Et le final de TOS.
C'est quoi? C'est Final. Generation? Non, le dernier épisode de TOS, Je c'est. sais même plus le titre. Je me rappelle plus non plus, mais c'est l'épisode où on apprend que la fédération est misogyne. Trop bien. Ils ont Bon. commencé comme ça dans The Cage, on finit comme ça dans TOS. Horrible. Non, c'est- la finale de Discovery sera ta finale préférée. Voilà, je le dis. Sûr et C'est vrai? certain. J'en suis toujours à la Ça saison va être 3 de la Discovery. meilleure saison de tout Star Trek de tous les temps. Tu vas être Ah ouais? sur le cul, tu vas être... Ah, j'en sais rien, j'imagine. Elle est pas sortie en plus. C'est toujours Non, non, pas. ça s'en vient, là. On en est où? On en est à combien? 5 ou 6 là? 5? On en a fait 4, il y a la 5e qui va sortir. lui. Voilà. Mais elle a combien d'années de retard? Pourquoi elle est pas sortie? La 5e sera la dernière, je crois. Je sais pas pourquoi elle n'est pas sortie. Je comme sais les pas s'il y a bières. du retard ou si c'est juste la Moi, j'ai pas production suivi, qui est hein. lente. Je pourrais pas te Oui, dire. parce que tu sais, comme ils font 4 séries en même temps, t'en as 2 par an, Mais non? C'est non, pas les ça. gars, une petite cloche, on est en 2024 là. Bon, bref, allez, on reprend le cours de notre scénario. On va retourner sur le désir de mort de Archer avec la scène numéro 15. Archer apprend à piloter la navette. Mayweather en profite lui aussi pour essayer de faire reculer le capitaine. Il rappelle alors qu'il vient de faire tuer 3 Xindi et l'histoire de Sim, le clone de Tucker. Il ne veut plus ordonner la mort. Mais gros con, notai-je, c'est justement ce que te demande de faire Daniels. Non, ça c'est un peu trop tôt pour cette image, mais bon. Ouais, moi bon, bref, ça me convient pas. Je suis pas du tout d'accord avec vous. Bah, là, c'est par rapport à ce qu'il dit et ce qu'il compte faire. Il n'ordonne plus la mort, il va la donner lui-même, quoi. Et se la donner à lui au passage, mais voilà. Je pense que dans sa tête, pour moi, dans sa tête, ça va tout terminer. Le truc sur lequel je peux te rejoindre, par contre, mais que tu n'as pas évoqué, c'est que Daniel lui dit si vous détruisez celle-là, ils en construiront une autre. Mais oui, Oui. totalement. Ça aurait dû Oui. au moins le chambouler, tu vois. Ils vont perdre 6 mois, quoi. Waouh. Mais non, ça le fait pas chambouler du tout. Mais t'as pas besoin de Daniels pour arriver à cette conclusion aussi. Oui. C'est comme ça, on va le détruire. Ok, mais ils vont en faire une autre. Après, il Oui, se ça dit prend beaucoup de peut-être que- ressources, ça prend beaucoup de temps, je comprends. C'est une construction énorme. Mais vous, ça vous a pris comme... Tu sais, les humains, là, globalement, là, ça leur a pris comme, tu sais, 2000 ans d'évolution. Genre là, juste pour arriver au Warp Drive, là. L'évolution moderne, si on veut, tu sais. Pour pouvoir contrer une boule. Les autres, ils peuvent construire une boule en 6 mois, tu sais. Oui, d'accord. T'exagères. Ouais. Mais oui, mais Alors, c'est totalement ça. je pense que ça peut beaucoup freiner le projet quand même, dans le sens où il y a plein de gens qui bossent dessus. Des ingénieurs, des scientifiques, etc. Ça y est, Et s'ils meurent... le point de l'étoile de la mort. Non, mais c'est vrai, ça les rend plus ingénieurs compliqué. indépendants, Genre, hein, qui ont été Degra qui est le chef de projet. Ouais. Ok. S'il meurt, Mais non. il y Alors, aura un autre chef de projet qui va peut-être prendre sa place, mais il sera peut-être pas aussi bien formé, aussi expérimenté Ouais, que c'est lui. le deuxième CV sur la pile. fait qu'il Les est moins bon, ingénieurs qui assemblent les parties de la bombe, peut-être Oui. enfin, tu vois, non, mais- ça peut leur faire perdre du temps en ressources Xindi. J'allais dire ressources humaines, mais ça marche pas. En ressources Xindi. non, mais ça Mais marche les pas. ressources Aussi. humaines, ils vont avoir un sacré taf aussi après ça. Hein. Tout le monde est mort Et sur limite, le projet. tu vois, moi, ça craint, tu sais. Ouais, je sais pas. Bon, bref. Non, mais on est tous d'accord. Allez. Scène numéro 16. Vous la voyez à l'écran. Archer donne Porthos à Phlox. C'est tout. Non, c'est pas Scène tout. numéro- Il lui dit, tu peux lui donner du fromage un peu de temps en temps. T'as Très pris la capture? important. Non, t'as pas pris la capture. Ouais. Oui. Bon, voilà. C'est Scène mignon numéro parce que la 10. dernière fois qu'il a donné Porthos, il lui a dit pas de fromage. Ouais. Mais donc là, il renforce le fait qu'il va aller mourir, monsieur Rémy, en lui disant, tu peux lui donner du fromage. Parce que je serais plus là pour lui en donner. Parce que je serais mort. Ouais. Voilà, et normalement, si t'es un peu un être humain, tu pleures à ce moment-là. Non, c'est pas... je déconne. Ouais, j'allais dire, c'est pas... De nous trois, je dois être celui qui pleure le plus.
Scène numéro 17. Sur le pont, le capitaine fait un beau discours sur le fait que l'Enterprise est un vaisseau d'exploration et que c'est sa fierté d'avoir servi à bord. Scène numéro 18. Pas du tout. Hop. J'ai une question. Non. Ouais. C'est rien de gros, mais c'est juste, dans son discours, il dit quelque chose du style de toutes les autres personnes qui vont s'asseoir dans ce siège, je suis le plus fier d'eux. Quand il dit ça, est-ce que vous pensez immédiatement aux autres capitaines des autres Enterprises, des autres séries? Ou est-ce que vous pensez aux autres gens de son équipage qui vont prendre le siège, ce siège spécifiquement? Même moi, au futur capitaine du NX. C'est tout. Quand le NX reviendra Ok. sur Terre et qu'on lui donnera un nouveau Ok. capitaine. Je parlais vraiment à ça. Je pensais vraiment à ça. Ok. Parce que pour moi, c'est pas du tout les mêmes vaisseaux. Ils ont le même nom, mais c'est pas les mêmes. Hmm. Enfin, Ok. T'as pensé à Kirk? Ben moi j'ai Kirk, Picard, tout ça qui me flash dans la gueule, là, mais c'est après j'ai dit comme il parle pas d'eux. Pike. Ouais. Ouais, moi j'ai pensé comme Rémi, ouais. April. Ouais. Juste, je veux souligner le fait qu'il rappelle que c'est censé être des explorateurs et pas des guerriers. Et dans une saison qui est plutôt guerrière, même s'ils prennent le temps de faire de l'exploration, mine de rien, on l'a vu. Je trouve que c'est quand même important de le rappeler. Ouais. Voilà. J'ai bien aimé le fait qu'ils prennent le temps de faire ça. Et c'est très important. Parce que même lui, il est désolé d'en être là, quoi. Scène numéro 18. C'est parti. Archer est dans la navette et se dirige vers l'arme. Coupure pub. Scène numéro 19. Sur la passerelle, Reed décrit la trajectoire de la navette, mais c'est trop dur pour T'Pol qui se retire pour se cacher pleurer dans sa cabine. Il y a une capture. Que pensez-vous de T'Pol qui se laisse submerger de la sorte? C'est un scandale, ils ont ruiné les Vulcains. C'est pas du tout convaincante. Non, mais c'est le moment où si t'avais pas fait gaffe avant, là tu peux plus le louper, quoi. Ça faisait un moment qu'elle était de plus en plus. Voilà, c'était subtil au début, là c'est plus subtil du tout. Elle est émotive à fond. Et t'es là, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce délire? Donc, je te mute, Toti, parce que t'arrêtes pas de bastonner ton clavier. Ouais. Donc, ouais, on va dire que la première fois que j'ai vu ça, je me suis dit, ils ont intérêt à avoir une bonne explication derrière. Voilà, spoiler, j'ai été satisfait par l'explication. Et je trouve ça cool parce que cette intrigue-là, elle est là discrètement, quasiment depuis. Je sais peut-être pas depuis le premier épisode, mais si, peut-être même depuis le premier épisode de l'arc. Je me rappelle plus. On en reparlera plus en détail au moment où on aura la révélation. Si elle est dans cette saison, j'espère qu'elle est dans cette saison. Je sais plus si c'est maintenant ou que c'est dans la saison 4. Non, je crois que ça sera là. Donc, ça fait très longtemps que l'intrigue est là, en tout cas que les éléments nécessaires à cette intrigue sont en place. Et voilà, j'ai hâte qu'on arrive dans la suite et qu'on en apprenne plus. Ok. Sean? J'ai pas de problème avec le fait qu'elle pleure. C'est correct. Ils ont des émotions, les Vulcains. C'est vrai. Oui. Ok. Scène numéro 20. Archer arrive sur la planète et plonge dans l'océan. Il reçoit un appel qui lui ordonne l'arrêt immédiat. 3 vaisseaux Xinti l'arrêtent en lui tirant gentiment dessus. Piou piou. Plomb plomb. J'ai voulu faire piou piou avec Ils sont des cool bulles. ces vaisseaux. Je crois que c'est les vaisseaux des Xinti aquatiques, hein, c'est ça. Hein. Comment ça, ils ont besoin de vaisseaux? Ils sont Mais cool, quand ils vont dans l'espace, oui.
Alors pourquoi je C'est sais des pas. beaux Toi, coups, t'es dans un le animal sens. terrestre et tu utilises un véhicule, patate. C'était une provocation gentille. Et pourquoi je suis pas sûr parce que ce sont des insectoïdes qui parlent dans la radio. Ah oui, peut-être, oui. Mais peut-être que ce sont des insectoïdes qui gèrent la défense dans des vaisseaux océaniques. Je sais pas. Je sais pas. Bon, bref, mais ils sont jolis. Ouais, j'aime bien le design. Scène numéro 21. Tucker rend visite à T'Pol et indique que cela fait plus de 2 heures qu'ils n'ont pas de nouvelles. Lui et Travis ont mis seulement 25 minutes pour atteindre l'arme. C'est donc que la mission est un échec. Il faut que T'Pol revienne sur la passerelle pour donner des ordres et donner un sentiment de contrôle à l'équipage. Mais elle n'est pas réceptive. Scène numéro 22. De son côté, Archer se fait passer à tabac. Hop. Par 3 Xindi reptiliens. Ils veulent des infos. Il fait le fanfaron tout en se faisant massacrer. Combien de temps pour une personne avant de craquer, notai-je. Ah, il y a des études qui ont été faites là-dessus. Quel que soit ton grade, quel que soit ton entraînement, tu craques forcément au bout d'un moment. Bon, bref. Mais j'ai pas noté, j'ai pas cherché. La torture, c'est pas une bonne Ça ne marche méthode, pas. Oui, Ça ils ne marche expliquent pas. que dans tous les cas, au final, tu fais juste dire ce que les gens veulent entendre, c'est fini. Mais t'imagines, il balance... ouais, bah, il y a 50 000 vaisseaux. Il fait, ah, merde. Et voilà. Pas grand-chose à dire sur cette scène, si ce n'est qu'elle est un peu rigolote. Mais au final, le chef Xindi menace Archer de détruire l'Enterprise alors que le capitaine accepte de parler, mais uniquement à des gras. Il est derrière Ouais. toi. Non, c'est mon chien qui est derrière moi. Ah, ok. C'est rigolo comme manière de faire, c'est-à-dire qu'il ne voulait pas faire ce que lui disait Daniel, mais il se retrouve dans une situation où il n'a pas vraiment le choix. Voilà. C'est Je sais pas, Daniels je qui a trouve fait je trouve ça. ça marrant. Daniels a manigancé voilà. la timeline. Il a balancé Archer Oxyldi, oh le salaud. Moi, je vais C'est ses vaisseaux à lui. C'est pour ça. Les Xindi insectes étaient dans les vaisseaux de Daniels. Tu sais. Je voulais en parler un peu plus tard, mais ouais, on peut en parler maintenant. Voilà, pour lui, c'est juste le plan B, tu vois. Le plan A a échoué, bon, ben, plan B, négociation. Tu vois, bon, super. Enfin, moi, ça détruit complètement ce qu'il a essayé de... ce qu'il fait, quoi. Alors, il faut voir un truc, hein, c'est que Archer, c'est pas un modèle. Oh, arrête, de tous les capitaines, il est plus diplomatique que Picard, il est plus gentil que Picard. Tout le monde Ok, plus gentil que Picard, il est supposé représenter l'humanité. Picard, il torture pas des gens par décompression. Hein. Archer, c'est pour moi, en particulier dans cette saison, c'est pas censé être un modèle. Hein. Non, c'est vrai. Non, Mais moi ouais. j'ai toujours vu les capitaines, et ils représentent un peu l'époque globale dans laquelle ils sont. Donc oui, Picard est supposé être beaucoup plus de retenue, beaucoup plus diplomate, beaucoup plus réfléchi. Archer, il est plus bourrin, on sait pas trop ce qu'on fait, on invente les règles au fur et à mesure. Je sais pas, dans les 2 premières saisons quand même, il était hyper bras ouverts, quoi. Bon, bref, moi je trouve dommage d'en arriver là et de faire la chose comme ça. Ça me rend tristounette. Mais scène numéro 23. Sur la passerelle, T'Pol, Tucker et Reed discutent de la marche à suivre. T'Pol est partisane de « on fait rien et on attend ». Mais évidemment, ça jase. Alors elle dit, bon d'accord, si dans 1 heure Archer n'a pas donné signe de vie, j'y vais et je trouve une solution diplomatique. C'est quoi ce capitaine en carton? Mais enfin, bon, là, elle craque. Hein, elle a pété un câble, quoi, complètement. Et c'est très bien écrit, hein, mais sur le coup je me dis, mais ça va pas du tout. Il faut qu'ils fassent une mutinerie, les autres. Hein, parce que, elle dit je suis Vulcaine, peut-être que ça va pouvoir changer quelque chose. Ah, c'est après. Je crois que c'est. Je sais plus si j'ai. Non, c'est peut-être là, ouais. Oui, non, c'est ça, c'est sur la passerelle. C'est enfin à l'arrière de la passerelle. Explication bidon là.
Ouais, voilà. Parce que forcément, je suis bah, Vulcain, alors c'est. j'ai plus de retenue que vous, dit-elle en pétant un plomb. Ah, Non, j'ai pas non, compris ça comme ça, non, moi moi. non plus. C'est plus du style. Tu sais, ils en Ouais, je veulent suis pas pas aux une Vulcains. humaine. Là. Ouais. 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 Mais non, ça C'est marche les pas. suivants sur la liste. Hein, T'es faut pas- littéralement deuxième. Tu sais, c'était la seconde aux commandes sur leur vaisseau qui est venu exploser leur machin. C'est sûr que, tu sais, ils t'aiment pas, là. C'est vrai. Ah oui, en plus, les Vulcains ne mentent pas, donc elle peut pas y aller en disant non, non, j'étais pas là par hasard, je suis passé. Scène numéro 24. Degra vient visiter Archer. La réunion des deux potes. Ah ben oui, non, c'est vrai, un des deux l'a oublié. Donc dans un premier temps, Archer refait l'historique au détour de quelques phrases. Archer explique alors le plan des constructeurs de sphères. C'est pas évident de convaincre Degra. Heureusement, il y a la pièce qu'a donnée Daniels dans la poche de Archer. Coupure pub. Après analyse, c'est confirmé. Scène numéro 25. Après analyse, c'est confirmé. La médaille vient bien du futur. Degra présente ses preuves et les infos d'Archer à 2 membres du conseil, notamment l'attaque reptilienne dans le passé. Je viens de réaliser, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans les scans que faisaient les humains dans le premier épisode ou dans le dernier, dans l'épisode pilote, je ne sais plus, ils découvrent que la sphère a été faite en partie avec des matériaux venant du futur, grâce à un scan quantique ou je ne sais plus quoi. C'est peut-être ça aussi le problème dans le fait de détruire l'arme dans le présent. Il faut que les mecs du futur renvoient du matériel. Bon, bref. Mais bon, c'est pareil, c'est juste une question de temps quand même. À plusieurs reprises, Degra mentionne une femme. Les deux conseillers sont bien embêtés. L'arboricole est plutôt OK pour continuer d'enquêter, mais le primate a peur de fissurer encore plus le conseil. Mais la conversation se termine sur lui disant « On oublie qui est notre véritable ennemi » et Degra de répondre « Nous ne savons peut-être pas qui est notre ennemi. » Tan, tan, tan. Et ouais, Degra doute. L'argument du deuxième primate, qu'il a peur que ça fissure les relations entre les différents aspects Xindi, il est d'autant plus pertinent qu'on sait qu'ils ont détruit leur planète avec leur guerre entre eux. Donc il y a un gros traumatisme sur la division entre les espèces Xindi. Tout à fait. Si tu es capable de ramener du matériel du futur, tu devrais être capable d'aller chercher la sphère au complet. Tu sais, tu voyages dans le temps jusqu'à ce moment-là, là, où elle est construite, puis tu la prends, puis tu On sait pas. tu la ramènes au moment où tu en as besoin, dans le fond. C'est peut-être des tout petits portails qui font 1 mètre carré. Ah, ok, je comprends. On sait pas comment ça marche. Moi, j'ai bien aimé cet échange à nouveau. Alors, de qui est la femme dont il parle? Est-ce que c'est Rajin? Non, Rajin va revenir. Je me rappelle même plus si on l'apprend dans la suite. 26. Ouais. Oui, on sait qui c'est la femme. Ouais. La femme dont tu parles, l'espèce d'être. Mais on comprend qu'elle est liée aux Sphere Builders, quoi. Soit c'en est une, soit c'est une de leurs sous-fifres. Scène numéro 26, T'Pol est décidée. Tucker essaie de la retenir alors qu'elle se dirige vers la navette, mais c'est hors de question. Une pulsion de mort pour elle aussi, peut-être? Alors que le ton monte sévèrement, la passerelle appelle, les Xindi sont là. T'as pris une capture? Non, ça c'est autre chose, c'est la bataille. J'ai adoré à un moment, elle se retourne. Tucker essaye de la convaincre, de lui dire restez. Je sais plus s'il l'attrape ou pas, mais elle se retourne et elle lui dit mais foutez-moi la paix ou je sais plus quoi. Elle lui hurle dessus, elle montre les dents et là tu vois une Vulcaine en colère, quoi. Je me suis dit l'étape d'après, elle lui met un lion et il voltige. Et là pour le coup c'était vraiment vraiment cool, quoi, parce que c'est une Vulcaine, donc les émotions qui débordent. C'est pour ça que quand elle craque, elle pleure abondamment.
quand elle s'énerve abondamment. Et j'ai trouvé ça cool, pour le coup. Et Tucker est vraiment choqué parce que il s'attend encore moins à un débordement d'émotions de la part de T'Pol, quoi. On l'a jamais vu comme ça. Voilà, scène numéro 28. Pardon. Degra et le conseiller primate libèrent Archer. Le conseiller lui balance: maintenant que t'as pas réussi à faire péter notre arme, tu veux négocier? Cool ambiance. Et voilà, il pense comme moi. Archer demande à plaider sa cause devant le conseil au complet. Mais scène numéro 29. Bataille spatiale! L'Enterprise est encerclée. Quoi qu'il fasse, les tirs sont dans tous les sens. Piou piou, pam. Le blindage saute. Piou piou, pam. Les contrôles sont perdus. Piou piou, pam. La nacelle tribord est morte. Piou piou, pam. Plus de communication. Bref, tout pète dans tous les sens. Le vaisseau sera bientôt perdu. On a quelques... Voilà, ça... Je fais passer les captures parce qu'il y en a plein. On voit l'Enterprise dans un état pas possible, quoi. Tu t'es fait plaisir, Thierry. Ah oui, avec les fameux membres d'équipage jetés par-dessus bord. Là, scène préférée de J.J. Abrams dans les 3 films. Enfin, dans les 2 films qu'il a réalisés. Et j'ai plus les captures suivantes. C'est la dernière. D'accord. C'est la dernière. Quelque chose à dire sur cette bataille spatiale qui est super cool. Un peu nerveuse. Ah bah, ils se font... L'Enterprise se fait défoncer, quoi. Elle se fait mettre en pièces complètement. Ils peuvent rien faire. Elle a 5 contre 1. Non, tu sais qu'ils vont s'en sortir dans l'épisode d'après, mais t'es là, mais comment ils vont faire? Et moi, je m'en souviens pas en plus. Et puis voilà, c'est... Bonne scène. Scène numéro 30. Le chef reptilien revient récupérer Archer et mettre Degra et le conseiller primate dehors. Archer sera amené en détention pour subir d'autres interrogatoires ailleurs. Haha. Et scène... Pardon. Non, vas-y. Et scène numéro 31... L'Enterprise retourne le feu, détruit même un vaisseau, mais il a de nombreuses brèches, des hommes sont en feu, c'est un massacre. Tout le monde meurt, la caméra fait même des ralentis, T'Pol est perdu, et moi j'ai des frissons. Waouh, quelle fin d'épisode. Ouais. C'est-à-dire que même du côté d'Archer, même du côté d'Archer, il n'y a pas d'espoir en fait, parce qu'il se retrouve de nouveau aux mains des reptiliens, avec qui tu sais très bien qu'il va pas pouvoir négocier. C'est là, c'est le caca, quoi. C'est chaud. C'est le cliffhanger très bien fait. C'est tendax. Bref, voilà, un épisode qui se termine, comme tu dis, de la meilleure manière possible pour un épisode en continuité comme ça, je pense. On peut pas en dire grand chose de plus, vu que voilà, il est vraiment intrinsèquement lié avec la suite. C'est par contre, c'est un truc, tu vois, ça marche aussi parce que c'est un truc auquel la série nous avait habitués. On n'a pas des cliffhangers tous les épisodes où on pense qu'ils vont mourir. Là, c'est vraiment comme c'est exceptionnel, je trouve que le fait ça en devient plus marquant. Ouais, je suis d'accord avec toi. On a une vibe à la Locutus. Tout est foutu. Non, mais j'imagine qu'en regardant ça pour la première fois, pendant que la série était en train de sortir, surtout si l'avenir de la série était incertain, tu pouvais avoir des doutes sur le fait que Archer survive, quoi. Ouais. Tu sais, s'il y avait juste... Parce que là, il reste, quoi, 4-5 épisodes pour la saison, dans le fond, globalement. Si t'es pas sûr qu'il va y avoir une saison suivante, ils auraient pu tuer Archer, puis après finir leurs 4-5 épisodes sans lui. Ça aurait pu se faire. Donc, je trouve que, il y a quand même une intrigue qui est... un suspense qui est valide, là, ici. J'avais pas pensé à ça. Mais... Est-ce qu'on le savait à ce moment-là que Archer était le premier président de la Fédération ? Non, parce qu'on l'apprend en saison 4. D'accord. Ok. Dans l'épisode miroir.
D'autres choses à dire dessus? En y repensant, c'est un épisode qui est vraiment efficace, je trouve, dans ce qu'il a à dire et dans ce qu'il a à nous faire ressentir, quoi. Et là, son but, c'est vraiment d'amorcer ce mini-arc et de nous donner envie de voir la suite. Et ça fonctionne parfaitement sur moi, en tout cas. Moi aussi, moi j'ai très envie de voir la suite. Ouais. La suite de Intrigue, Azati Prime. Écoutez, on se retrouve très bientôt pour cette suite. Nous, dans une semaine, vous dans 2. Et ouais. Et je sais pas, d'autres choses à dire, Thierry, quelque chose d'autre? Écoute, moi j'ai noté 2 trucs en regardant l'épisode. J'ai noté le truc que j'ai dit au début, ça renvoie à l'épisode 14 qui s'appelle Stratagème. Où on voit des gras. Et le deuxième truc que j'ai noté, c'est Ah Voilà. Ok. Stratagème, qui s'appelait en français. Il avait un nom à la con, on s'était moqué, on avait rigolé. Enfin, ils ont toujours un nom à la con. Mais qui spoilait tout, qui disait simulation, c'est ça. Ah oui, simulation. L'épisode simulation au pluriel. Ok. Bon, à bientôt, Sean. À bientôt. Merci. À bientôt, Thierry. À bientôt, tout le monde. Et ciao. Galaxy Pop. Galaxy Pop. Galaxy Pop. Galaxy Pop. Wow. Galaxy Pop.